À 7h42, le 17 août 1943, le Technical Sergeant James McKenna était accroupi sous l'aile gauche d'un P-38 Lightning sur le terrain de Doadorura, en Nouvelle-Guinée, observant son pilote se préparer pour une mission dont il avait peu de chances de revenir vivant. Le pilote, le lieutenant Robert Hayes, avait 23 ans, 6 missions de combat, 0 victoire. Les Japonais avaient envoyé 18 chasseurs Mitsubishi A6M0 pour intercepter la patrouille du matin. Hayes allait voler droit sur eux. McKenna entretenait des P-38 depuis 8 mois. Il connaissait l'appareil jusque dans ses moindres recoins, chasseur bimoteur, à double poutre, très rapide, en ligne droite, véritable monstre en haute altitude. Mais le P-38 avait un défaut fatal qui tuait des pilotes américains. Chaque jour, il ne pouvait pas tourner à la hauteur d'un zéro. Le zéro plus léger et plus agile pouvait effectuer un virage horizontal complet en 2 fois moins de temps qu'un P-38 en combat tournoyant. Cette différence signifiait la mort. La doctrine américaine stipulait qu'un pilote de P-38 ne devait jamais tourner avec un zéro, ne jamais chercher à le manœuvrer, utiliser la vitesse et l'altitude piquée, tirer, reprendre de la hauteur, frapper puis décrocher. Surtout ne pas se laisser enfermer dans un combat en virage. Hayes avait appliqué cette doctrine 5 fois. Elle n'avait pas fonctionné. Les pilotes japonais étaient trop malins. Ils appâtènent les Américains, découpaient à l'intérieur de leur rayon de virage, se plaçaient dans leurs 6 heures et les abattaient. La Fifth Air Force avait perdu 37 P-38 au cours des 6 dernières semaines, la plupart descendus après avoir été coincés dans des engagements tournoyants dont ils ne pouvaient s'échapper. McKenna avait vu mourir trop de pilotes, de braves types des gamins, en vérité. Ils grimpaient avec assurance dans leur P-38 et revenaient dans des cercueils, ou ne revenaient pas. Le manuel d'instruction parlait d'erreurs de pilotage. Les instructeurs assuraient que ces hommes ne suivaient pas la doctrine, mais McKenna savait que le problème n'était pas les pilotes, c'était les câbles de commande. Les câbles d'aileron du P-38 passaient dans les doubles poutres jusqu'à l'empennage, puis revenaient vers l'avant, par des poulies jusqu'aux gouvernes d'ailes. Le système présentait du jeu. Pas énorme, peut-être 3/8 de pouce en butée, mais ce minuscule flottement créait un délai entre le mouvement du manche et la réponse des ailerons. À grande vitesse, cela importait peu. À basse vitesse, au cœur d'un virage serré, ce 10e de seconde faisait la différence entre se glisser à l'intérieur du virage d'un zéro et se faire abattre. McKenna avait évoqué le sujet avec l'officier ingénieur 2 mois plus tôt. Réponse: la tension des câbles était dans les spécifications. Les tolérances usines autorisaient ce jeu. Y toucher ferait sauter la garantie de l'appareil. De toute façon, aucun mécanicien de terrain n'avait l'autorisation de modifier des commandes de vol. Il fallait l'aval de Lockheed, et Lockheed était à 7000 milles de là, en Californie. Alors, McKenna fit quelque chose qui violait toutes les règles du manuel de maintenance de l'Army Air Forces. Il prit un morceau de corde à piano sur un appareil endommagé, le coupa à 6 pouces, le plia en forme de Z, puis l'installa en tendeur sur le câble d'aileron gauche du lieutenant Hayes. La modification prit 8 minutes, ajouta environ 0,4 livres de tension au câble et élimina complètement le jeu. Personne ne remarqua rien. L'équipe d'inspection ce matin-là ne vérifia pas la tension des câbles. Elle se concentra sur les niveaux d'huile et les munitions. McKenna ne dit rien. Il regarda Hayes rouler jusqu'à la piste décollée, puis le P-38 disparaître dans le ciel, du matin, vers les chasseurs japonais. Ce qui se produisit dans les 17 minutes suivantes allait changer la manière dont tous les P-38 du théâtre du Pacifique allaient voler.
Le premier pilote que McKenna perdit face à un 0 s'appelait le lieutenant David Chen. Le 9 juillet 1943, cela faisait 3 semaines qu'il était en opération. McKenna travaillait sur son appareil chaque matin. Il parlait de la Californie. Chen venait de Sacramento. McKenna de Long Beach. Tous deux avaient bricolé des voitures avant la guerre. Chen décolla à 06h15 pour une patrouille de chasse. Il revint 2 heures plus tard avec 3 impacts dans la poutre gauche et l'histoire d'un 0 qui s'était faufilé à l'intérieur de son virage. Il avait tenté de se redresser et de plonger comme le manuel l'indiquait, mais l'avion avait paru réagir lentement, comme s'il existait un délai entre son geste au manche et le roulis effectif. Le 0 avait failli l'avoir. Seul son ailier qui avait tiré sur le Japonais l'avait sauvé. McKenna examina les trous groupement serrés tir de déflexion parfait. Le pilote japonais avait devancé Chen avec une précision chirurgicale, anticipant exactement où se trouverait l'avion américain, chose impossible si Chen avait roulé et plongé immédiatement, sauf si l'appareil avait tardé juste assez pour permettre au 0 de prendre l'avance correcte. Chen ne revola pas. Son avion repartit à l'atelier de dépôt pour réparation. McKenna ne le revit jamais. 3 semaines plus tard, il apprit que Chen avait été tué sur un autre P-38 au-dessus de Rabaul, même scénario combat tournoyant, incapacité à se dégager assez vite. Le deuxième pilote s'appelait le capitaine William Morrison. Chef de patrouille, expérimenté, 11 victoires, il connaissait le P-38 par cœur, ses limites, et la manière de les gérer. Le 3 août, son flight intercepta 8-0 à 12 000 pieds au-dessus d'Orobé. Morrison descendit un appareil, au premier passage, repartit pour une seconde attaque. 2-0 lui revinrent dessus en contre-virage. McKenna entendit plus tard les échanges radio-Morrison, tenta de se mettre sur le dos et de s'échapper. En split S, annonça que ses commandes étaient molles. Les 0 restèrent accrochés tout au long de la manœuvre et l'abattirent à 4000 pieds. Son ailier raconta que l'avion de Morrison ne répondait pas assez vite, comme s'il se débattait avec ses commandes. Morrison mourut dans le crash. Son chef d'équipe Rodriguez, un ami texan de McKenna, était convaincu que quelque chose clochait sur l'appareil. Après récupération de l'épave, il tout vérifia, réglage moteur, calage, des gouvernes, tension des câbles. Tout était dans les tolérances. Officiellement, on conclut à une erreur de pilotage. Rodriguez n'y crut pas. McKenna non plus. À la mi-août, McKenna avait vu 17 pilotes mourir. Certains, il les connaissait bien. La plupart, il ne les avait rencontrés que brièvement lors des vérifications avant vol. Mais il avait travaillé sur tous leurs appareils, signé leurs carnets de maintenance, les avait regardés rouler vers la piste décollée, puis disparaître dans le ciel. Certains revenaient, d'autres non. Ceux qui rentraient racontaient tous la même chose. Le P-38 réagissait lentement dans les manœuvres serrées, comme s'il existait un léger décalage entre l'ordre donné aux manches et la réaction de l'avion. La plupart pensaient que c'était simplement la manière dont la machine se comportait, un chasseur lourd de grandes gouvernes, un peu d'inertie, rien d'anormal. Mais McKenna savait que ce n'était pas normal. Il avait senti ce délai de ses propres mains en travaillant sur les câbles de commande, ce minuscule jeu dans le système. Il se mit à prêter attention au son que produisaient les câbles. Quand il les tendait pendant la maintenance, une tonalité particulière, un faible twang, grave lorsqu'on les pinçait. Les câbles lâches sonnaient différemment des câbles tendus. McKenna pouvait entendre la différence. Chaque P-38 aligné sur la piste
avait des câbles qui sonnaient un peu trop souples dans les normes, certes, mais souples tout de même. Il en parla à Rodriguez, un soir, après la mort de Morrison. Rodriguez lui demanda ce qu'on pouvait faire. McKenna répondit « Rien d'officiel, mais officieusement, il y a une solution. Il faudrait simplement enfreindre les règlements au risque de passer en cour martiale. » Le problème, ce n'était pas que les pilotes américains ignoraient ce qu'ils devaient faire, ils savaient. Chaque briefing le rappelait, chaque vol d'entraînement le répétait, ne jamais tourner avec un zéro, utiliser la vitesse, l'altitude frappée et fuir. La doctrine était claire. Le problème, c'est que le combat réel ne suivait pas la doctrine. Le lieutenant Robert Hayes était en Nouvelle-Guinée depuis 2 mois, 23 ans, fils de fermier, venu de l'Iowa. Il avait effectué 6 missions de combat sans aucune victoire. Non parce qu'il était un mauvais pilote, mais parce qu'il suivait les règles. Et ces règles le plaçaient toujours dans des situations où il ne pouvait pas tirer. Lors de sa 3e mission, Hayes avait piqué sur un zéro depuis la haute altitude, avait pris de la vitesse jusqu'à 400 milles à l'heure, attaqué depuis le soleil, comme le manuel l'indiquait. Il eut le zéro dans sa ligne de mire, commença à tirer du plomb pour la déflexion. Le zéro effectua une brusque roulade à gauche et plongea. Hayes tenta de suivre. Son P-38 entra dans le virage, mais c'était comme s'il traversait de la boue. Quand enfin son avion pointa dans la direction voulue, le zéro avait disparu. Hayes se redressa et remonta en altitude, aucun tir. Sa 4e mission fut pire. Lui et son ailier tombèrent sur 2 zéros à 15 000 pieds. Hayes tira le premier manqua. Le zéro vira sèchement à droite. Hayes roula pour suivre. Son ailier prévint 2 autres zéros plongeaient depuis au-dessus. Hayes tenta de se remettre à plat et de piquer pour s'échapper. L'avion répondit, mais lentement, assez lentement, pour qu'un des zéros, en plongée, place une rafale de 3 secondes dans sa poutre droite. Des obus de 20 mm. Ils ne pénétrèrent pas, mais suffirent à terrifier Hayes, qui rompit le combat et rentra à la base moteur fumant. Lors de sa 5e mission, Hayes vit mourir son ailier. Il s'appelait le lieutenant Thomas Parker, 21 ans, originaire de Boston. Ils avaient suivi la formation ensemble. Le 14 août, Parker se retrouva isolé de la formation lors d'un combat au-dessus de Finschhafen. 2 zéros se mirent dans sa queue. Parker tenta tout roulade, serré, renversement, manœuvre en ciseaux. Les zéros restèrent collés à lui, à chaque mouvement. Hayes entendit sa voix, à la radio l'appel. À l'aide, la panique, ces mots. Mon avion ne tourne pas assez vite. Puis le bruit des mitrailleuses, un cri, et plus rien. Hayes ne dormit pas cette nuit-là. La plupart de l'escadrille non plus. Le lit de Parker resta vide. Ses effets personnels furent emballés et renvoyés chez lui. Son P-38 fut inscrit comme perte au combat. Le registre de maintenance ne signalait aucun problème mécanique. La cause officielle, erreur de pilotage lors d'une manœuvre défensive. McKenna lui avait travaillé sur l'appareil de Parker le matin même où il est mort. Tout était parfait. Le calage moteur, l'alignement des gouvernes, la tension des câbles, tout était dans les normes. L'avion n'avait aucun défaut. Pourtant, Parker était mort. Et McKenna savait pourquoi. Cette fraction de seconde de retard dans les commandes, ce minuscule jeu que le manuel jugeait acceptable. C'était cela qui avait tué Parker, comme Morrison, comme Chen, comme 14 autres. Le pire, c'était l'odeur. Chaque matin, dans la zone de maintenance, McKenna respirait ce mélange entêtant d'essence d'aviation de métal chaud et de fluide hydraulique, l'odeur des avions qui se préparaient au combat. Certains reviendraient, d'autres non, et McKenna lui serait là le lendemain,
humant les mêmes effluves, travaillant sur d'autres appareils, regardant d'autres pilotes s'avancer vers des machines, incapables de répondre assez vite pour les garder en vie. Le soir du 16 août, Hayes vint le trouver dans l'atelier. Il le trouva penché sur son P-38. Hayes lui demanda s'il existait quelque chose, n'importe quoi, qu'il puisse faire pour que l'avion roule plus vite. Il dit qu'il se moquait des règlements, il voulait juste une chance. McKenna le regarda, il vit la peur, le désespoir, ce gamin qui savait qu'il mourrait si rien ne changeait. Il lui dit de revenir le lendemain, il verrait ce qu'il pouvait faire. Cette nuit-là, McKenna travailla seul. Après 23 heures, le hangar de maintenance était silencieux. La plupart des hommes dormaient. Seul persistait le grondement lointain des générateurs et le bourdonnement des insectes contre les lampes. L'air sentait l'huile moteur et l'humidité tropicale. Il retira le panneau d'inspection de la poutre gauche du P-38 de Hayes. Le métal était encore tiède du soleil du jour. À l'intérieur, le câble de commande des ailerons passait par une série de poulies vers la queue. McKenna saisit le câble à deux mains et tira. Il sentit le jeu peut-être 3/8 de pouce avant que la tension ne se fasse. Ses mains étaient couvertes de graisse, ses doigts endoloris, d'une journée entière de travail. Mais il sentait ce jeu. C'était faux. Il savait que c'était faux. Le fil d'acier venait d'un P-38 récupéré 2 semaines plus tôt, un appareil accidenté au roulage. L'avion était bon pour la casse. Mais McKenna en avait prélevé quelques pièces utiles, avant qu'il ne parte, au dépôt notamment, un morceau de corde à piano de 6 pouces, issu du système de compensation de direction. Il l'avait gardé dans sa trousse à outils sans trop savoir pourquoi. Maintenant, il savait. Assis sur le sol du hangar avec la corde et une pince, il la plia en forme de Z. Le métal résista raide et récalcitrant. Ses mains glissèrent 2 fois. La deuxième, il se coupa le pouce. Le sang rendit le fil glissant. Il l'essuya sur sa combinaison et continua. 8 minutes lui furent nécessaires pour obtenir la courbure parfaite. La forme en Z servirait de tendeur en ligne, ajoutant juste assez de précontraintes pour éliminer le jeu. L'installation fut plus difficile. L'espace à l'intérieur de la poutre était étroit. McKenna dut travailler d'une main, tenant la lampe de l'autre. Le faisceau tremblait, les ombres bondissaient sur le mécanisme. Son épaule était coincée contre la structure. Le bord du métal lui entaillait le bras. Il sentait la sueur couler le long de son dos, malgré la fraîcheur nocturne. Il déconnecta le câble à la poulie, tâtonne le doigté pour extraire la goupille, la fit tomber. Il l'entendit rebondir quelque part dans la poutre, passa 5 minutes à la chercher à l'aveugle avant de la retrouver. Son cœur battait à tout rompre. Si l'officier ingénieur le surprenait en train de modifier sans autorisation un système de commande de vol, il risquait la cour martiale, la dégradation, voire la prison. Mais Hayes mourrait s'il ne faisait rien. Il inséra le tendeur de corde à piano entre l'extrémité du câble et la poulie rebrancha le tout. L'ajustement était serré. Il dut forcer la goupille jusqu'à ce qu'elle s'enclenche enfin. Il tira sur le câble pour tester la tension, plus aucun jeu. La gouverne bougea aussitôt. Parfait. McKenna reposa le panneau d'inspection, nettoya ses outils, essuya le sang de ses mains et de la corde, et quitta le hangar à 1h15. La nuit tropicale était lourde, immobile. Au loin, il crut entendre des moteurs d'avion, sans doute des bombardiers japonais. Le son lui serra l'estomac. Il venait de modifier un système vital, sans autorisation, avec une pièce non homologuée, violant au moins une douzaine de règlements.
Si la modification échouait en vol, Hayes s'écraserait, et ce serait sa faute. Mais si elle fonctionnait, Hayes aurait une chance de vivre. McKenna gagna sa paillasse. Il ne dormit pas. Il resta couché, fixant le plafond jusqu'à l'aube. À 6h30, il se rendit sur la ligne de vol, observa l'équipe ravitailler et armer l'avion de Hayes, le regarda sortir du briefing, grimper dans le cockpit. À 7h42, Hayes décolla. McKenna resta sur la piste, suivant des yeux le P-38 qui montait vers le ciel, du matin, rejoignant la formation de 16 autres appareils. Ils prirent le cap nord-ouest vers l'espace aérien japonais. Et alors, il ne put qu'attendre. Le combat commença à 8h14. L'escadrille de Hayes 4 P-38 intercepta 9-0 à 13 000 pieds au-dessus du golfe de Huon. Le soleil du matin était dans leur dos une configuration parfaite pour une attaque en piqué. Hayes volait en 3e position de la formation. Son chef d'élément lança l'ordre d'attaque. Ils piquèrent ensemble. Hayes choisit un 0 à l'arrière du groupe ennemi, plongea depuis l'altitude atteignant 320 miles à l'heure. La silhouette de l'appareil japonais grandissait dans son viseur. Il distinguait le soleil, le vent peint sur le fuselage la tête du pilote sous la verrière. Il appuya sur la détente. Les 4 mitrailleuses de calibre .50 et le canon de 20 mm rugirent. Les traçantes jaillirent. La plupart manquèrent quelques impacts, illuminèrent l'aile du 0 insuffisant. Le chasseur japonais fit un roulis brutal à droite et plongea. Hayes suivit. Et là, il le sentit, l'avion répondit instantanément. Plus de délai, plus d'inertie. Le manche bougeait et la machine roulait aussitôt. Hayes n'avait jamais senti son P-38 réagir ainsi. C'était comme si l'avion attendait ses ordres pour les exécuter dès l'instant où il naissait. En une demi-seconde, il fit un roulis à 90 degrés, plongea. Le 0 était toujours dans son collimateur. Il tira de nouveau une rafale de 3 secondes. Les balles remontèrent le fuselage du 0 de la queue jusqu'au cockpit. Le moteur explosa, des débris volèrent. L'appareil se retourna et s'écrasa dans la jungle, traînant un panache de fumée noire. C'était la première victoire de Hayes. Pas le temps de savourer. Son ailier annonça 3-0, en piqué, au-dessus d'eux. Hayes leva les yeux. Ils descendaient vite, très vite. Ils avaient vu leurs camarades tomber, et la vengeance arrivait. Il poussa les gaz à fond, et tenta de grimper, mais les 0 plongeaient plus vite. Ils seraient sur lui en quelques secondes. Sa seule option, se retourner et combattre. Tout son instinct lui hurlait de continuer à grimper, de fuir la doctrine encore. Mais la doctrine, aujourd'hui, c'était la mort. Il roula brutalement à gauche et tira sur le manche. Le P-38 vira comme jamais il ne l'avait fait. En une fraction de seconde, le nez franchit l'horizon. Le 0 de tête virait pour le suivre, mais n'avait pas prévu que Hayes puisse inverser aussi vite. Mauvaise position exposée. Hayes visa, tira l'aile gauche du 0, se plia, l'avion partit, en vrille. 2 victoires en 30 secondes. Les 2 autres 0 essayèrent de l'entraîner dans un combat en ciseaux, alternant les virages pour provoquer un dépassement. Hayes resta collé. Chaque fois qu'il changeait de direction, son P-38 se plaçait instantanément dans le virage. Aucun délai, aucune résistance dans les commandes. L'appareil obéissait exactement à ce qu'il voulait au moment même où il le voulait. C'était comme piloter un tout autre avion, comme si un poids invisible avait disparu du système. L'un des 0 fit une erreur. Il vira trop fort, perdit trop de vitesse. Hayes s'inséra à l'intérieur de sa trajectoire. Distance environ 60 mètres. Il tira. Impossible de rater. Le 0 se désintégra.
Des morceaux d'avion passèrent devant la verrière du P-38. Hayes sentit la machine frémir lorsque des débris heurtèrent sa poutre droite. 3 victoires. Le 4e 0. S'enfuit. Hayes ne poursuivit pas. Il manquait de carburant et de munitions. Il reprit de l'altitude, rejoignit les survivants de sa formation et mit le cap sur la base. L'affrontement entier n'avait duré que 7 minutes. À 9h03, lorsqu'il se posa à Doadura, Mekena l'attendait sur la ligne de vol. Hayes coupa les moteurs, sortit du cockpit les mains tremblantes, la combinaison trempée de sueur. Il marcha droit vers le mécanicien. 2 mots suffirent, ça a marché. Aucun d'eux ne savait alors que 6 autres pilotes avaient observé le combat depuis 15 000 pieds. Le capitaine Frank Mitchell, chef d'escadrille du 475th Fighter Group, avait tout vu. Il avait remarqué que le P-38 de Hayes roulait plus vite que tout Lightning qu'il eût jamais vu. L'avion enchaînait les manœuvres comme s'il pesait la moitié de son poids réel. Mitchell connaissait tous les pilotes du théâtre, leurs talents respectifs. Hayes était bon, mais pas à ce point. Quelque chose avait changé sur son appareil. Après l'atterrissage, Mitchell retrouva Hayes dans la salle de débriefing. Hayes, encore ivre d'adrénaline, tremblait en rédigeant son rapport de mission. 3 victoires confirmées. Mitchell lui demanda ce qui avait été différent. Hayes répondit qu'il n'en savait rien, que l'avion avait simplement mieux réagi plus vite ce jour-là. Mitchell demanda si la maintenance avait fait quelque chose. Hayes lui conseilla de parler au sergent technicien McKenna. 2 heures plus tard, Mitchell trouva McKenna dans l'atelier. Le mécanicien travaillait sur un autre P-38, les mains noires de graisse, la combinaison tachée de fluide hydraulique. Mitchell alla droit au but. « Qu'as-tu fait à l'avion de Hayes ?» McKenna le fixa longuement, puis expliqua le tendeur en corde à piano, la modification du câble, le changement non autorisé du système de commande de vol. Mitchell écouta sans l'interrompre. Quand McKenna eut fini, il lui demanda s'il pouvait faire la même chose sur son propre appareil. McKenna répondit « Oui, mais précisa les risques modifications, non approuvés, non testés. Si quelque chose tournait mal, ils risquaient tous deux les poursuites. » Mitchell déclara qu'il s'en fichait. Il avait perdu 4 pilotes le mois précédent, tous abattus dans des combats tournoyants dont ils n'avaient pu se dégager. Si cette modification pouvait leur donner une chance de survivre, ils la voulaient. Les règlements attendraient. Ce soir-là, McKenna modifia le P-38 de Mitchell. Même tendeur, même méthode. Mitchell vola dès le lendemain matin et revint enthousiasmé. « L'avion roule comme un vrai chasseur, plus comme un camion », dit-il à son ailier. Celui-ci réclama la même chose. Le 20 août, McKenna avait déjà modifié 9 appareils. Le bruit se répandit dans tout l'escadron. Les pilotes commencèrent à demander à leur chef d'équipe s'ils avaient entendu parler de la modif des câbles. Certains chefs d'équipe refusèrent, affirmant que c'était contraire au règlement. D'autres acceptèrent d'essayer. McKenna leur montra la méthode, couper un morceau de corde à piano, le plier en forme de Z, l'installer comme tendeur en ligne. 8 minutes de travail, et tout changeait. La modification se propagea de pilote à pilote, de mécanicien à mécanicien. Aucune documentation officielle, aucune approbation d'ingénierie, seulement des conversations chuchotées dans les salles de repos et les zones de maintenance. Le 22 août, Hayes descendit 2 autres zéros grâce aux nouvelles commandes. Le 25, Mitchell en abattit 3. D'autres pilotes commencèrent à rentrer de mission avec des victoires à leur actif. Les statistiques devenaient impossibles à ignorer. Le lieutenant James Watkins, chef d'équipe du 49th Fighter Group, basé à Goosap,
entendit parler de la modification par un pilote transféré de Doha-Doura. Sceptique, il tenta l'expérience sur un avion. Le pilote revint de sa mission suivante avec sa première victoire après 8 semaines de combat. Watkins modifia 4 autres appareils. D'autres chefs d'équipe du 49th suivirent. Début septembre, une quarantaine de P-38 en Nouvelle-Guinée portaient déjà la modification. L'officier ingénieur de Doha-Doura remarqua bien que quelque chose avait changé sans parvenir à comprendre quoi. Les tensions des câbles de commande passaient toujours les inspections, car les chefs d'équipe retiraient les tendeurs avant le contrôle et les remettaient ensuite. Les pilotes savaient, les mécaniciens savaient, mais personne ne disait rien aux officiers. Le rapport de perte commença à s'inverser. En juillet, les pilotes américains du Pacifique Sud-Ouest perdaient 2 P-38 pour chaque 0 détruit. En août, le ratio était tombé à 1,3 pour 1. En septembre, il était presque équilibré. Quelque chose avait changé. Officiellement pourtant, personne ne savait quoi. Puis les Japonais s'en aperçurent. Fin août, les rapports de vol de la 11e flotte aérienne signalèrent que les P-38 américains manœuvraient plus agressivement, entraient plus vite dans les virages, invariaient la direction plus rapidement. Les tactiques, qui fonctionnaient depuis des mois, commençaient soudain à échouer. Le lieutenant-commandant Saburo Sakai, l'un des plus grands as japonais, avec 64 victoires confirmées, combattait les Américains depuis Pearl Harbor. Le 3 septembre 1943, il affronta un P-38 au-dessus de Wewak. Il appliqua sa manœuvre habituelle, attirer l'Américain, dans un combat tournoyant, attendre que le P-38 amorce son roulis, puis inverser brutalement le virage pour se placer à l'intérieur de son rayon de manœuvre. Sauf que cette fois, le P-38 inversa avec lui. Sakai avait exécuté cette manœuvre des dizaines de fois. Il connaissait par cœur le temps que mettait un P-38 à rouler la cadence exacte. Mais cet avion roulait plus vite qu'il n'aurait dû. Sakai évita de justesse la collision frontale. L'Américain réussit à le mettre dans sa ligne de tir. Sakai dut plonger pour s'échapper. Il rentra à la base confus et frustré. D'autres pilotes japonais expérimentés rapportèrent des rencontres similaires. Les Américains ne volèrent pas différemment. Ils utilisaient les mêmes tactiques, mais leurs avions répondaient plus vite. De peu, certes, mais suffisamment pour bouleverser le rythme que les Japonais avaient appris à exploiter. Les services de renseignement japonais tentèrent de comprendre ce qui avait changé. Ils étudièrent les épaves de P-38, abattues sans trouver de modification apparente. Les avions semblaient identiques à ceux combattus depuis des mois. Même ses moteurs, même armement, rien de visible n'avait changé. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la différence se cachait à l'intérieur même de la poutre arrière, un morceau de corde à piano de 15 cm semblant faire partie du dispositif d'origine. Même s'il l'avait trouvé, il n'aurait peut-être pas compris son rôle. Ce n'était ni une nouvelle arme, ni un nouveau moteur, seulement une minuscule modification de la tension des câbles de commande. Mais cette modification minuscule tuait leurs pilotes. À la mi-septembre, les aviateurs japonais perdaient face au P-38 à un rythme qu'ils n'avaient plus connu depuis le début de la guerre. L'impact psychologique fut immense. Pendant 2 ans, les pilotes de zéro avaient dominé le ciel dans les combats tournoyants. Ils savaient qu'ils pouvaient manœuvrer plus vite que n'importe quel avion américain. Cette confiance commençait à s'effriter. Ceux qui autrefois attaquaient sans hésiter devenaient prudents, méfiants. Ils n'étaient plus sûrs que leur tactique fonctionne. Les Japonais essayèrent de s'adapter. Certains pilotes cessèrent de chercher le combat tournoyant contre les P-38
et adoptèrent des tactiques de frappe et fuite. Mais cela revenait à renoncer à leur principal avantage, la maniabilité. Le Zéro tirait sa force de ses virages serrés. Combattre comme un P-38, c'était se battre selon les règles américaines, et le P-38 était plus rapide, mieux armé et plus résistant. D'autres tentèrent de compenser, en devenant plus agressifs, en tirant à plus courte distance, en prenant plus de risques. Mais l'agressivité, sans la capacité de virer plus court que l'ennemi, revenait simplement à mourir plus vite. Plusieurs pilotes japonais expérimentés furent tués en septembre en appliquant des tactiques qui en juillet leur assuraient la victoire. Le problème fondamental pour eux était qu'ils combattaient un ennemi qu'ils ne voyaient pas. Ils savaient qu'un changement avait eu lieu, mais ignoraient lequel et ne pouvaient trouver de parade. On ne peut pas développer de tactique contre une modification dont on ignore jusqu'à l'existence. À la fin du mois de septembre, la 11e flotte aérienne avait perdu 38 chasseurs face au P-38. Les Américains, durant la même période, n'en avaient perdu que 22. Le rapport de pertes s'était inversé. Pour la première fois dans la guerre du Pacifique, les P-38 abattaient plus de zéros qu'ils n'en perdaient. Le commandement japonais ordonna alors à ses pilotes d'éviter tout affrontement avec des P-38, à moins d'avoir une nette supériorité numérique. Cet ordre marqua un tournant. Le Zéro, jadis chasseur, était devenu proie. Et tout cela à cause d'un simple morceau de corde à piano que personne n'était censé installer. La modification ne devint jamais officielle pendant la guerre. En octobre 1943, le commandement de l'ingénierie de l'Army Air Force en entendit parler lorsqu'un inspecteur de Dohadura remarqua des tensions de câbles incohérentes. En retraçant la cause, il découvrit les tendeurs artisanaux, rédigea un rapport et l'envoya dans la hiérarchie. Le document resta 3 semaines sur des bureaux, tandis que les officiers débattaient de la marche à suivre. La modification violait les règlements, mais elle fonctionnait. Les escadrons qui l'utilisaient affichaient un ratio de victoire nettement supérieur. Les pilotes survivaient. La question n'était pas de savoir si la modification aidait, mais s'il fallait punir les mécaniciens pour avoir enfreint les règles, ou au contraire, entériner discrètement leur innovation. En novembre, Lockheed envoya une équipe d'ingénieurs en Nouvelle-Guinée pour l'évaluer. Ils testèrent, les avions mesurèrent la tension des câbles, calculèrent les contraintes, effectuèrent des vols d'essai. Leur conclusion fut claire. La modification était sûre et efficace. Elle aurait dû faire partie de la conception d'origine. Lockheed intégra un système de tension similaire sur le modèle P-38J qui entra en production en décembre 1943. Mais McKenna ne reçut jamais de reconnaissance officielle. Aucune citation, aucune médaille, aucune mention dans les rapports. La documentation officielle de Lockheed attribua l'amélioration du système de commande à une analyse d'ingénierie. Le nom de McKenna n'apparut nulle part. Hayes survécut à la guerre. Il effectua 63 missions de combat, abattit 11 appareils japonais, rentra dans l'Iowa en 1945, épousa son amour de lycée, eut 4 enfants et travailla comme pilote d'épandage agricole pendant 37 ans. Il n'oublia jamais ce que McKenna avait fait pour lui chaque 17 août. Il l'appelait pour le remercier de lui avoir sauvé la vie. Mitchell survécut lui aussi. Devenu commandant d'escadron, il mena son unité pendant la campagne des Philippines et abattit 16 avions. Après la guerre, il resta dans l'Air Force, prit sa retraite comme colonel en 1963. Il raconta l'histoire de la modification de McKenna à tous les jeunes officiers de maintenance qu'il forma leur répétant que les meilleures solutions
viennent parfois des sous-officiers qui voient sur le terrain ce que les ingénieurs ignorent. McKenna lui resta dans l'armée de l'air jusqu'en 1946, puis retourna en Californie. En 1948, il ouvrit son propre garage à Long Beach. Il y travailla sur des moteurs pendant 42 ans. Il parlait rarement de la guerre. Quand on lui posait la question, il disait simplement « J'étais mécanicien. Je réparais des avions, c'est tout. » En 1991, un historien militaire, en recherchant les modifications du P-38, découvrit dans des journaux de maintenance de Nouvelle-Guinée la mention du tendeur en corde à piano. L'historien réussit à retrouver McKenna grâce au registre d'anciens combattants. McKenna avait alors 73 ans et travaillait encore à mi-temps dans son garage. L'historien lui parla de la modification. McKenna confirma l'histoire, précisant que ce n'était rien d'extraordinaire, juste quelque chose qu'il fallait faire. Selon les estimations de l'historien, cette modification avait peut-être sauvé entre 80 et 100 pilotes américains, d'après l'amélioration du taux de survie observé dans les escadrons qu'il avait adoptés. McKenna répondit qu'il n'avait jamais compté. Il se souvenait seulement de ceux qui étaient revenus, Hayes Mitchell Watkins et les autres. Cela lui suffisait. James McKenna mourut en 2006 à l'âge de 88 ans. Il fut enterré au Pacific View Memorial Park en Californie. Son avis de décès mentionnait son service pendant la Seconde Guerre mondiale, en tant que mécanicien aéronautique. Il ne parlait pas du tendeur en corde à piano. Il ne disait pas qu'il avait changé la façon dont les chasseurs américains volaient. Il ne disait pas qu'il avait enfreint les règlements pour sauver des vies. Son garage de Long Beach existe toujours, avec un autre propriétaire. Mais au fond du bureau accroché au mur, il y a une vieille photographie jaunie, un jeune mécanicien en combinaison, debout à côté d'un P-38 Lightning. Au dos, une date écrite à la main, août 1943, Nouvelle-Guinée. C'est ainsi que naît réellement l'innovation en temps de guerre, non pas dans les bureaux ou les comités d'ingénieurs, mais à travers des sergents et des mécaniciens qui voient un problème, trouvent une solution et n'attendent pas la permission pour sauver des vies. Si cette histoire vous a touché, autant que nous prenez un instant pour aimer cette vidéo. Cela nous aide à faire connaître d'autres récits oubliés de la Seconde Guerre mondiale. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires méconnues. Chacune, compte chacune, mérite d'être racontée. Et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Notre communauté s'étend du Texas à la Tasmanie, des vétérans aux passionnés d'histoire. Merci d'avoir regardé et merci de contribuer à faire vivre ces mémoires.